fond de leurs cellules attendent que justice soit rendue, ou simplement d'être délivrés par Dame Justice. Définie aussi comme l'art du bon et de l'égal, l'activité de justice mobilise un ensemble de règles, de pratiques et de métiers concourant à l'exercice de la fonction de juger. Sous ce rapport, et les facteurs de développement et donc de stabilité sociale. Une justice performante, une justice qui fonctionne, une justice crédible est un instrument de développement parce que ça restaure la confiance des partenaires extérieurs qui permettent à ces gens-là justement de venir investir dans ce pays en sachant qu'il y a une sécurité juridique et judiciaire. La justice occupe une place prépondérante dans l'architecture institutionnelle de notre pays. Ça stabilise le corpus social. Ça stabilise la société. Ça participe à la consolidation de l'état de droit. Ça participe à la consolidation de la démocratie. Rendue au nom du peuple, la justice, dans bien des cas, ne manque de se mettre à dos le peuple, de susciter des réactions hostiles et virulentes à son égard jusqu'à perdre sa splendeur magistrale. Aujourd'hui, il y a une inflation de propos malveillants, une inflation de paroles à la limite vexatoires, frustratoires, qu'on tient à l'encontre de notre justice. Il faut mettre un terme à cela. Quand elle est fragilisée dans un État pour des intérêts personnels ou politiciens, eh bien vous fragilisez tout simplement les fondements de la nation sénégalaise. Si la justice est décrédibilisée, c'est toute la fondation qui s'écoule. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Le droit est un ordre. Et ce qu'il ordonne, c'est la vie. Quand vous comparerez le volume de décisions de justice rendues par année dans ce pays, quand vous vous rendez dans les palais de justice et vous voyez l'affluence, ces gens qui sortent, qui entrent, ces milliers de personnes à travers ce pays, qui se lèvent le matin en disant quand je vais arriver devant le juge ou devant le procureur, mon problème sera réglé. Cet espoir-là, quand vous mesurerez tout ça, vous comprendrez que le peuple sénégalais fait entièrement confiance à sa justice. Maintenant, il y a un détournement de la notion de peuple sénégalais et d'opinion publique. Parce que dans ce pays, j'ai l'impression qu'il y a quelques associations, il y a quelques individus qui sont à la tête de ces associations-là, qui sont convaincus qu'ils font le pays, et qu'ils construisent l'opinion, et qu'ils construisent le peuple. Je suis désolé. La justice a toujours constitué une sorte de mystère pour ceux qui ne sont pas du milieu. Même des personnes qui sont très averties ont du mal à saisir donc le fonctionnement de cette institution. La justice, c'est des traditions, des costumes, des procédures qui sont très différentes donc des autres procédures qui sont en cours dans les autres administrations. C'est souvent perçu comme un milieu assez impénétrable pour les autres. Beaucoup s'en méfient d'ailleurs. Alors, que faut-il pour des décisions comprises et acceptées, facteurs d'apaisement et traduisant de fait notre comment vouloir de vivre ensemble, pour reprendre la formule de Renan? Actuellement, les informations les plus qui se retrouvent à la une des journaux sont les informations judiciaires. De ce point de vue-là aussi, c'est au niveau de la formation des journalistes qu'il faut essayer de revoir pour qu'ils pénètrent davantage ce milieu, qu'ils en connaissent les expressions, qu'ils en connaissent les coutumes, les règles, les procédures, le fonctionnement. Je crois que si c'est fait, donc le public pourra davantage donc connaître ce milieu qui est quand même très méconnu. C'est à nous de faire de sorte que quand nous rendons nos décisions, d'autant plus que nous rendons ces décisions dans une langue officielle qui est le français, dans une population qui est analphabète dans cette langue à 80%, il va falloir que nos juges, on soit de véritables pédagogues. Il va falloir que nos procureurs, on soit de véritables pédagogues.
Parce que c'est ça que demande le dispositif législatif sénégalais. Et c'est pour ça que nous agissons au nom et pour le compte du peuple sénégalais. Quand vous allez aux États-Unis, lorsque la Cour suprême d'un État ou la Cour suprême américaine dit que c'est ça qu'il faut faire, vous n'entendrez plus aucun Américain protester. Quand c'est en France, c'est le Conseil constitutionnel qui se décide à dire que telle loi est conforme, plus personne ne vous l'entendrait contester cette décision. Quand c'est la Cour de cassation, on n'en parle pas. Quand c'est le Conseil d'État, on n'en parle pas. Pourquoi donc au Sénégal, qui est tout aussi démocratique que ces États-là, qui a même des leçons à enseigner à la plupart de ces États, pourquoi dans ce pays-là, on ne peut pas comprendre que la sécurité du peuple sénégalais, du matin au soir, ce n'est pas nécessairement l'armée parce qu'on n'est pas en guerre au Sénégal, ce n'est pas nécessairement la police et la gendarmerie, parce que si nous, on est affaiblis, si nous, on n'arrive plus à faire notre travail, même si vous nous amenez un criminel, il va rentrer le soir, il va continuer à commettre ses crimes. Toujours est-il que depuis quelques années, des dossiers judiciaires ont été fortement médiatisés et politisés. Médiatisés par la qualité des personnes en cause, mais politisés par les avocats qui ne manquent pas souvent de dénoncer une justice aux ordres. Mais sur le plan strictement juridique, ce n'est pas une affaire politique. C'est une affaire, comme toutes les autres affaires, qu'on juge. Ce qui fait sa sensibilité, c'est la qualité des personnes qui sont ciblées. C'est la qualité des personnes qui sont poursuivies. Mais une affaire politique, c'est quoi? L'enrichissement illicite n'est pas un délit politique. Maintenant, puisque les personnes qui sont concernées ont eu à occuper des stations dans le gouvernement ou dans une station politique quelconque, on peut dire que c'est des dossiers, puisqu'ils intéressent des personnes politiques ou des personnalités politiques. C'est pourquoi eux, ces avocats ou d'autres personnes, ils disent que c'est des affaires qui ont été politisées. Mais cela n'effleure nullement l'esprit des juges. Bon, disons, le dossier, il ne peut pas ne pas être politique. Pour la simple raison que, d'abord, Karim Wade, c'est un élément politique. De même qu'aujourd'hui, le gouvernement, ceux qui sont accédés au pouvoir, ont accédé au pouvoir pour des raisons liées à leur appartenance à des partis politiques qui ont brigué le suffrage des Sénégalais et qui sont arrivés au pouvoir. Et le Sénégal a atteint un niveau de démocratie où on n'a pas besoin de cour spéciale. Parce que c'est une cour spéciale avec des procédures spéciales qui portent atteinte au droit à un procès équitable. Et le droit à un procès équitable repose sur un certain nombre de principes. D'abord, c'est le principe de la présomption d'innocence. Or, dans le cas d'espèce de la CREI, une fois que vous êtes poursuivi par la CREI, par A ou par B, vous risquez d'être condamné. En tant qu'avocat, je ne peux pas le penser. Pourquoi? Pour deux raisons. Il n'y a pas de délit politique au Sénégal, il n'y a pas de juridiction politique au Sénégal. Depuis que la Cour de sûreté de l'État a été supprimée, il n'y a pas de juridiction politique au Sénégal. La Haute Cour de justice juge les ministres, éventuellement le président de la République. Elle n'est pas pour autant une juridiction politique. La Cour de répression d'enrichissement illicite n'est pas une juridiction politique, parce qu'elle juge des délits de droit commun. L'enrichissement illicite, la corruption, etc. et les complices. La juridiction qui a jugé Karim Wade n'est pas une juridiction politique. La Cour de répression d'enrichissement illicite n'est pas une cour politique. Ce qui politise davantage les dossiers n'est ni le fait des magistrats, ni le fait des avocats, mais des acteurs politiques. Lorsque un acteur politique anticipe sur le verdict qui sera donné à une affaire, ou bien se prononce sur une affaire qui a cours, naturellement, ceux qui participent à ce procès, soit l'accusé principal ou bien le prévenu principal et ses avocats, ont tendance à crier au haro pour demander quoi, pour demander quoi, pour dire quoi, de faire le départ entre la politique et le droit. Et c'est un départ très difficile dans certains procès. C'est un départ très difficile
que tout simplement, ils sont intimement liés. Mais encore une fois, ce n'est pas un débat politique qui sortira un prisonnier de prison. C'est un débat juridique éclairé. Pour les acteurs de la justice, l'indépendance du magistrat commence d'une part par la transparence dans le processus de sa nomination, prérogative qui appartiendrait jusqu'ici au seul pouvoir exécutif à travers le Conseil supérieur de la magistrature. Cet organe est critiqué par le manque de transparence dans la nomination des magistrats. Parce que le rôle de cet organe est d'une part de procéder à la nomination des magistrats, mais aussi à leur discipline. Mais relativement à ce premier rôle de nomination, elle est beaucoup critiquée à l'intérieur du corps judiciaire, à l'intérieur de la magistrature. C'est pourquoi nous avons estimé qu'il était utile de procéder à une réforme de cet organisme fondamental, de cette institution fondamentale dans la démocratie. L'indépendance de la magistrature peut être définie comme la position du magistrat à équidistance avec toutes les chapelles, avec tous les pouvoirs, avec toutes les influences et toutes les pressions d'où qu'elles viennent. La question de l'indépendance de la magistrature est une équation personnelle à résoudre personnellement. C'est un état d'esprit, c'est un comportement, c'est un savoir-faire, c'est un savoir-être. Et statutairement, et sur le plan des textes, sur le plan normatif, il est évident que la question de l'indépendance de la magistrature est traitée et réglementée. Mais dans la réalité, son application pose problème. Et d'autre part, par son indépendance financière, afin qu'il trouve le temps de concentration absolument indispensable pour réfléchir aux solutions des litiges des justiciables qui attendent souvent dans l'impatience, la nervosité et la tension l'issue de leur procès. Quand l'Union des magistrats du Sénégal avait décidé de faire la grève pour l'augmentation de leur salaire, je suis intervenu personnellement au niveau du président M. Abdoulaye Wade avec le statut du magistrat en Côte d'Ivoire, la grille salariale des magistrats en Côte d'Ivoire. C'est moi personnellement qui ai demandé au président Abdoulaye Wade de recevoir l'Union des magistrats du Sénégal. Et je parle sous le contrôle de l'Union des magistrats d'alors dirigée par Mamadou Deme. J'ai fixé le rendez-vous avec le président de la République. Le président de la République me dit qu'est-ce qui se passe. J'ai dit qu'ils veulent une augmentation de 500 000 francs sur leur salaire. Le président m'a dit je vais augmenter 800 000 francs sur leur salaire. J'ai organisé le rendez-vous, j'ai fixé le jour et j'ai laissé le président de la République les recevoir et procéder à l'augmentation de ces fameux 800 000 francs. Je suis l'artisan. Parce qu'à l'époque, j'ai estimé que les magistrats avaient raison, qu'on devait améliorer sur le plan matériel leurs conditions de travail. Exempte de reproches, la justice ne l'est pas, comme d'ailleurs tous les autres corps de métier. Ainsi, l'ancien bâtonnier maître Adama Gueye, un des éminents acteurs de la justice, porta au grand jour des accusations de corruption qui gangrènent la magistrature. Un véritable tollé. Une pavée jetée dans la mare des magistrats, qui ne manqua pas de susciter indignation, interrogation et colère. Quand on dit que la magistrature est corrompue jusqu'à ses plus hautes instances, on estime que c'est extrêmement grave. Et d'autant plus que cela ne repose sur rien. Je dois même dire que c'est peut-être du camp du raton. Parce qu'on ne peut pas, sur la base de simples allégations, vous l'avez dit vous-même, c'est des allégations. On fait simplement alléguer,
n'est pas du tout avérée. Et sur cette base, l'UMS ne pouvait pas laisser ça passer. Et on a jugé nécessaire de réagir, de faire comprendre à l'opinion publique que la magistrature est une magistrature respectable au Sénégal, composée d'hommes et de femmes de valeur, je l'ai toujours dit. Évidemment, j'ai assisté à un cas de corruption manifeste de magistrats dans la justice il y a à peine 10 ans. Et il s'agissait effectivement d'un cas typique de corruption. Pour vous dire que la corruption existe dans tous les corps de l'État. Il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas particulariser évidemment la magistrature. La corruption n'existe pas dans la magistrature. Ça, je ne saurais jamais le dire. La corruption, c'est un fléau qui existe dans tous les corps, d'accord? Mais je n'ai pas encore un cas avéré de corruption pour dire qu'il y a réellement de la corruption dans la magistrature concernant tel ou tel magistrat. Pour Maître Adama Gueye, l'accusation de corruption dans le dossier Wartsila et résidence Jardin est si établie que les magistrats incriminés ont été sanctionnés à travers une mutation. De quoi renforcer l'accusation? Des magistrats ont été mutés, ça veut dire quoi? Est-ce que cela veut dire qu'on doit en déduire qu'ils sont corrompus ou il y a de la corruption dans la magistrature? Je ne le pense pas. Les magistrats sont des fonctionnaires comme tout le monde. Ils répondent à l'appel du devoir. Aujourd'hui, ils peuvent se trouver à Saint-Louis, demain à Kaolack ou autre. Et admettons même qu'il y ait un simple manquement à une règle statutaire ou autre. Est-ce que cela équivaut à de la corruption? Je ne le pense pas. Je ne le pense. La corruption ne se présume pas. Il faut l'articuler, mais sur des preuves tangibles. J'aurais compris au moins qu'il fasse un travail approfondi, un travail d'investigation avant de monter au créneau et de porter l'affaire à la connaissance de toute l'opinion publique. Dès l'instant que vous sortez et que vous faites certaines déclarations, surtout venant de lui, Maître Adama Gueye, mais ça emballe toute l'opinion publique. Autre aspect d'une justice qui a le don d'irriter, les longues détentions suivies de non-lieu. Il arrive en effet qu'une personne soit privée de sa liberté pendant des années avant d'être libérée à la faveur d'un non-lieu partiel ou total, sans aucune autre forme de procès. Les longues détentions, c'est les longues procédures. Un dossier d'information dure à peu près 2 ans. C'est inadmissible. On dirait que le navire n'a pas de gouvernail. Et c'est décevant. Pourtant, le droit à être jugé dans un délai raisonnable est un principe clairement affirmé par notre droit positif. La hantise du procès judiciaire déstabilise l'individu et l'installe dans une situation psychologique pénible. Cette torture morale et psychologique du détenu ou du prisonnier, recroquevillé dans les cachots humides d'une prison, doit connaître une issue rapide. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il y a des indices contre quelqu'un. Bon, il a été pris comme ça dans la rue, sans pièce d'identité. Vous lui faites un mandat de dépôt pendant 1 an. 1 mois, il est en prison sans être jugé. On renvoie en flagrant délit des dossiers parce que la partie civile n'est pas présente. Que disent les textes? Que disent les textes plutôt? Une partie civile qui n'est pas là, on peut toujours juger l'affaire sur le plan pénal et réserver ses intérêts. Et des fois, la partie civile fait exprès de ne pas comparaître pour que la personne mise sous mandat de dépôt reste en prison. Et le juge n'en tient pas compte. Quand on évacuera toutes ces formes de dilatoire et qu'on érigera le principe de la liberté en principe, la détention en exception, il y aura point de personnes en prison. Il faut comprendre que ce n'est pas la volonté du juge ou la force du procureur de vous regarder, de vous dire je vous place volontairement sous mandat de dépôt, je vous y garde 2 ans ou 3 ans ou 6 ans, et qu'au bout du compte, une cour ou un tribunal se rende compte que vous n'avez rien fait ou que ce qu'on vous reproche d'avoir fait n'a pas été suffisamment prouvé et vous mette en liberté.
c'est les lois sénégalaises, c'est le code pénal sénégalais qui prévoit les infractions. C'est le code de procédure pénale du Sénégal qui prévoit la procédure, qui dit dans tel domaine, le mandat de dépôt est obligatoire, qui dit dans tel domaine, la saisine de juge d'instruction est obligatoire, dans tel domaine, ce n'est pas le cas. Un juge d'instruction, quand il vous décerne un mandat de dépôt, il doit motiver ce mandat-là. À défaut, vous pouvez saisir la chambre d'accusation, il faut que la chambre d'accusation statue rapidement sur ces questions-là. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, la liberté, d'une manière générale, des personnes n'intéresse pas le juge. On vous met sous mandat de dépôt, on vous oublie. Quand le juge d'instruction vous met sous mandat de dépôt, quand vous demandez sa liberté provisoire avant que cette personne ne soit auditionnée au fond, le juge déclare votre demande irrecevable en disant on ne peut pas mettre quelqu'un sous mandat de dépôt à liberté provisoire sans qu'elle soit entendue au fond. Mais c'est anticonstitutionnel. La Constitution dit que le droit de la défense, la liberté provisoire peut être demandée à tous les stades de la procédure. Il faut que des juges audacieux statuent sur ces questions à titre de jurisprudence. Les cas s'accumulent, les dossiers s'amoncellent dans les cabinets d'instruction occupés par des magistrats débordés qui arrivent difficilement à clore une instruction. Il y a aussi un problème qui me tient à cœur, moi en tant qu'avocat. C'est les audiences correctionnelles qui débutent à 11h à midi et qui terminent au-delà de minuit. Ce n'est pas normal. Il faut que les audiences correctionnelles commencent à 8h30 et se terminent avant minuit. Mais figurez-vous, Amadou, que des justiciables quittent la banlieue, ou même des régions, pour venir à Dakar, assister à leur procès sur le plan pénal, qui attendent le matin de 8h30 jusqu'à midi pour que les procès commencent. Et ces procès, des fois, durent jusqu'à 2h, 3h du matin. Et ces justiciables doivent retourner au niveau de la banlieue ou bien au niveau des régions de Dakar. C'est inadmissible. Et je crois que ce n'est pas difficile. Les magistrats, c'est des fonctionnaires. Les fonctionnaires commencent à 8h du matin leur travail. Pourquoi on permettrait à des magistrats de commencer à prendre leurs audiences à partir de 11h, à partir de midi? Depuis que je suis avocat, et ça fait 30 ans, ça se passe comme ça et personne ne dit rien. Il faut que cela cesse. C'est vrai, parfois il y a des audiences qui démarrent tardivement. Mais on doit se poser la question de savoir quelle est la cause ou quelles sont les raisons qui font que ces audiences démarrent tardivement. Dans la plupart des cas, c'est à Dakar. Je me rappelle à l'époque, j'ai présidé la 4e chambre correctionnelle, mais il arrivait qu'il y ait un problème de disponibilité de salles. Parce que vous savez, le palais est grand, je parle du palais Lat-Dior, mais il n'y a pas suffisamment de salles d'audience. Et les juridictions sont obligées d'alterner. Ça, ce sont des facteurs objectifs, des données objectives auxquelles on est obligé de faire face. Mais si une salle est disponible à 8 heures, j'estime que là, ça relève de la responsabilité des magistrats. S'il n'y a pas un problème de salle qui se pose, les audiences doivent démarrer à 8h30. Je suis totalement d'accord. Au gré des affectations des titulaires de ces cabinets, de graves oublis concernant certains dossiers peuvent arriver. Bien sûr que oui, nous avons eu à traiter depuis longtemps, depuis le politicien, le Cafard Libéré, puis les autres quotidiens que nous avons fait, nous avons eu à traiter de cas de longue détention préventive, mais incroyable. Hein? Les gens qui ont séjourné en prison de façon préventive, des périodes plus longues que les condamnations qui les ont frappés plus tard. Nous avons eu effectivement des cas extrêmement précis. Ça date de longtemps, je ne pourrais peut-être pas me souvenir des noms et des cas, etc. Mais en tout cas, ce qui est constant, c'est que c'était très nombreux à l'époque. Aujourd'hui, les gens ne le savent peut-être pas, mais il y a plus de 500 recensés officiellement par le ministère de la Justice, cas de détention préventive longue.
Quel avenir donc pour ces victimes de longue détention, laissées à elles-mêmes et complètement déconnectées des réalités concrètes de la vie? Aucun. Pas même un espoir, simplement un bout d'espoir que l'on entrevoit, parce que profondément plongé dans le monde des illusions, du nirvana absolu par la drogue. Les erreurs judiciaires, elles seront toujours là, parce que nous sommes, nous, dans la conviction que nous libérons des coupables et que nous pouvons condamner ou mettre en détention provisoire des gens qui n'auraient rien fait. Mais parce que le système, il est humain. Mais parce que aussi les textes le permettent. Mais leur liberté et leurs droits sont garantis postérieurement à de telles dérives. Donc il y a des garanties dans un État comme le Sénégal. Et c'est ça qui est important. Si au terme d'une information, la personne inculpée se retrouve avec un non-lieu, surtout à la suite d'une longue détention, ça fait mal là aussi. Et c'est regrettable. Mais je crois que là, ça interpelle les pouvoirs publics. En tout cas, on ne peut pas donner des instructions ou des ordres à un juge d'instruction. Il faut dépolitiser la justice en enlevant au procureur arbitre le pouvoir de décerner un mandat de dépôt. Le procureur n'est pas un juge. Le procureur est plutôt un fonctionnaire. Il reçoit ses instructions du ministre de la Justice. Parce que quoi qu'on dise, c'est un fonctionnement défectueux de la justice, je le reconnais. Et il appartient à l'État de répondre de ces actes-là, maintenant en procédant à la réparation de ce préjudice. Quand le juge vous décerne un mandat de dépôt pour vous envoyer devant le tribunal des flagrants délits, ou bien fait des réquisitions pour demander au juge d'instruction de vous inculper, mais Amadou, ma déception, c'est qu'il n'y a aucune motivation. Moi, quand je lis les décisions rendues par les juges français, parce que nous avons hérité de ce système-là, quand le juge vous envoie en flagrant délit, la motivation du juge, mais ça peut prendre des pages. Il motive pourquoi vous devez être jugé rapidement en flagrant délit, par des motifs de fait et de droit. Quand le procureur de la République prend un réquisitoire qui saisit le juge d'instruction pour demander un mandat de dépôt et ouvrir une information judiciaire, quand vous lisez le réquisitoire, c'est un réquisitoire motivé en fait en droit. Mais demandez à n'importe quel avocat, à n'importe quel justiciable. Ici, le procureur dit simplement requiert le mandat de dépôt. Quand vous venez de la police ou de la gendarmerie, le procureur veut que vous soyez jugé en flagrant délit. Mais il ne motive rien du tout. Il dit décerne le mandat de dépôt, renvoie telle date devant le tribunal correctionnel. Vous croyez que c'est sérieux pour priver quelqu'un de sa liberté? Vous savez, nous n'avons pas, à l'instar des Français, le GLD, c'est-à-dire le juge de liberté et de la détention. C'est le juge d'instruction jusqu'à présent qui décerne toujours le mandat de dépôt, lorsqu'il décide d'envoyer quelqu'un en prison. Et là, la loi lui fait obligation de motiver son mandat de dépôt. L'article 113 du Code de procédure pénale le prévoit expressément. D'accord? Pour la juridiction de jugement, vous l'avez toujours vu, lorsque la juridiction de jugement décide de décerner un mandat de dépôt à l'audience, il est obligé de motiver. Ça doit faire l'objet d'une motivation spéciale dans sa décision. Mais l'obligation de motivation est textuellement prévue par le Code de procédure pénale. Pour les décisions de justice maintenant, vous avez tous vu, toutes les décisions de justice sont motivées, en tout cas pour ce qui concerne la grande correctionnelle. Maintenant, les audiences de flagrant délit, il y a tellement d'affaires, il y a tellement de dossiers, et même pour cela, moi j'estime que lorsqu'une affaire revêt une certaine complexité, ou lorsqu'une affaire s'avère très sensible, ou lorsqu'une affaire a été surmédiatisée, je sais que là aussi le juge doit prendre davantage de précautions pour pouvoir expliquer à l'opinion les motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde pour rendre sa décision. Ou même lorsqu'une affaire fait l'objet d'appel, le juge doit permettre à la cour d'appel, qui est la juridiction statutairement supérieure, hiérarchiquement supérieure à la juridiction dont la décision est attaquée par la voie d'appel, il doit permettre à cette juridiction supérieure de pouvoir contrôler les motifs, de pouvoir même savoir les raisons sur lesquelles le juge s'est fondé pour rendre sa décision.
Quoi qu'il en soit, la justice reste la justice, avec ses hauts et ses bas. Les lenteurs notées dans certains dossiers ne participent pas à étancher la soif de justice d'un cœur meurtri, éploré et désarmé de cette foi qui vous fait garder l'espoir. Le décès de Mamadou Diop, emporté par la charge brutale d'une voiture de la police en furie appelée le Dragon, un moment crépusculaire à la place de l'Obélisque, est une vraie douleur au cœur et à l'âme de son épouse. Un cœur éploré, laissé à lui-même, face aux lenteurs de la machine judiciaire, face aux promesses non tenues. L'audience pour le jugement de ceux qui ont fait ça, à chaque fois ils reportent. Vous avez vu ça? Chaque fois c'est reporté. Donc il n'y a pas une date qui est effective. On reporte, à chaque fois on reporte. Ah, moi je me pose des questions. Vraiment, comment tout cela va se terminer? Vraiment, c'est regrettable. Hein? C'est regrettable. Il faut reconnaître que ce dossier avait deux volets. Le volet civil et le volet judiciaire. Après la mort du martyr Mamadou Diop, on a noté beaucoup de retard. Et d'ailleurs un manque de reconnaissance qui nous avait amené à interpeller le président de la République et ses proches. Parce que le jour où il est tombé d'ailleurs, il y avait toutes ces autorités-là autour de lui. Le président Macky Sall en son temps n'était pas président. Il était l'un des premiers à venir ici au niveau de l'hôpital. On a interpellé ces autorités pour leur dire Mamadou Diop est mort. Aujourd'hui vous avez accédé au pouvoir. On ne peut pas oublier le sang du martyr Mamadou Diop. Les enquêtes au niveau de la DIC ont tardé à être effectuées. Après la plainte, on est resté pendant presque un an sans que le dossier ne bouge. Tout cela avait montré à la famille de Mamadou Diop que ce dossier-là n'était pas bien géré quand même au niveau sur le plan judiciaire, parce qu'il y avait quand même beaucoup de cafouillage. Le nombre de renvois, ça peut choquer a priori. Mais il faut qu'on se pose la question de savoir est-ce que le dossier est en état d'être jugé. C'est-à-dire, est-ce que toutes les citations sont rentrées? Est-ce que les personnes qui doivent éclairer la justice à titre de témoins, c'est-à-dire, est-ce que les témoins qui doivent édifier le tribunal, est-ce qu'ils ont reçu leur citation? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres mesures ordonnées par le juge? Est-ce que il n'y a pas de demande de renvoi sollicitée par-ci et par-là? Mais tout ça, encore une fois, ça relève de la responsabilité du président qui est en charge du dossier. En tout cas, si cette affaire est en état d'être jugée, ce n'est pas normal qu'elle fasse l'objet de plus de 5 renvois, à compter de la date à laquelle cette affaire est en état d'être jugée. Là aussi, il faut vraiment qu'on soit strict dans la gestion des dossiers, et même dans les réponses qu'on doit donner aux demandes de renvoi. Si une demande de renvoi n'est pas justifiée, si une demande de renvoi peut-être relève du dilatoire ou autre, le juge doit catégoriquement refuser la demande et retenir l'affaire. Je ne regrette rien. Parce que je sais que, quoi qu'il en soit, j'ai déjà perdu mon mari. Et tout ce qu'il puisse faire, ça ne le fera pas revenir. Et les enfants me le réclament tout le temps. Vous savez que ça, c'est une situation vraiment délicate. Et ça, ce sont des choses auxquelles on doit faire face tous les jours. Même si le dossier avance, même s'il n'avance pas, ça ne le fera pas revenir. Et le président, lors de son élection, donc, il avait fait des promesses. Certaines promesses sont tenues, comme ériger les enfants comme pupilles de la nation. Donc les enfants sont reconnus comme des pupilles de la nation. Ça c'est fait. Le décret est là. Il avait même dit qu'il allait changer Mamadou de situation, le mettre comme fonctionnaire. Comme ça, moi je pourrais toucher une pension. Et c'est ça qui reste, c'est ça qui traîne. C'est ça que je n'ai pas encore pu recevoir. Donc toutes ces questions-là nous ont montré que à la famille de Mamadou Diop et aux responsables qui géraient ce dossier et à nos avocats,
que quand même il y avait des dysfonctionnements terribles et notoires sur le dossier du martyr Mamadou Diop? J'ai toujours confiance. Et ça, j'ai confiance à la justice sénégalaise. Parce que même si ça tarde à venir, j'ai toujours confiance qu'ils vont finir par faire ce qu'ils doivent faire. La justice n'est pas expéditive, certes. Parce que ça, c'est inhérent même à la mission, à l'office du juge. Le juge ne peut pas se précipiter. Mais pour autant, la justice ne doit pas aussi être trop lente. Sur la lenteur, on doit se poser des questions et on doit essayer de voir où est-ce que ça cloche. Quels sont les goulots d'étranglement? Quels sont les blocages qui font que la justice n'évolue pas ou n'avance pas? Cœur éploré certes, mais qui garde la foi avec une totale confiance en la justice de son pays, dernier rempart contre l'injustice. Je sais que, aussi dur que cela puisse être, je vais m'en sortir, ça je sais. Je sais que c'est Dieu qui me l'avait donné, c'est lui qui l'a repris. Et ça, je l'accepte volontiers. Je l'accepte. Et je sais que, comme Dieu l'a voulu ainsi, je vais laisser les choses comme ils sont. Moi, je ne vais pas rester là à me lamenter, à faire des réclamations ou quoi, quelque chose d'autre. Non, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Je laisse tout entre les mains de Dieu. Vous savez, un enfant a toujours besoin de son père, surtout s'il était rattaché à lui. Ça se passe toujours comme ça. Les enfants me le réclament tout le temps. Surtout la plus petite. Elles savent même qu'il est décédé. Elles le savent. La plus petite, elle me dit que mon père est en haut. C'est Dieu qui le retient. Pourquoi il le retient? Il ne le laisse pas venir. C'est ce qu'il me dit. Ce sont des choses qui sont vraiment touchantes. Ça fait mal, mais on n'y peut rien. On est obligé de supporter. Hein. Comme la justice, les médias, facteurs économiques importants, sont des organismes présents au quotidien dans la vie et essentiels au développement de la société. La liberté de presse est devenue aujourd'hui un fondement des démocraties modernes. Ces dernières assignent aux médias la mission d'informer le public sur tout ce qui relève du fonctionnement de la société. Le développement des affaires judiciaires, économiques ou politiques font partie du champ naturel d'investigation de la presse. Cette liberté d'enquêter, de s'exprimer et de publier n'est toutefois pas absolue. Elle entre en concurrence avec d'autres libertés et droits fondamentaux en vertu desquels elle connaît des restrictions. C'est tout particulièrement vrai dans le domaine judiciaire où le secret est institutionnalisé. L'esprit de la loi sénégalaise fait ressortir que dans le cadre des procédures judiciaires, au niveau de l'enquête préliminaire de l'instruction, tant que ça ne nuit pas au droit de la défense, tout est gardé secret. Donc, ce qui se fait à l'enquête préliminaire est censé être secret. Ce qui se fait au niveau du juge d'instruction est censé être secret. Tant que ça ne nuit pas au droit de la défense ou tant que la loi n'en dispose pas autrement. C'est pourquoi, lorsque des journalistes sénégalais publient le plan de déploiement des soldats sénégalais au Yémen et les procès-verbaux d'audition du chanteur Thione Seck écrouillés pour une affaire de faux billets, ils sont vite arrêtés et placés en garde à vue à la section de recherche pour atteinte à la sécurité militaire et divulgation du secret de l'instruction. Et leur source, l'État cherche-t-il à intimider la presse, à ne plus parler d'un sujet jugé sensible? Se pose alors la question de l'information sensible. Qu'est-ce qui est sensible et qu'est-ce qui ne l'est pas? Ce qu'on peut considérer comme une information sensible, c'est l'information qui, si elle est diffusée, peut entraîner une déconsidération des autorités
peut entraîner une fragilité des institutions ou créer une insécurité pour le pays et pour les populations. C'est globalement ça. Évidemment, le seul hic qu'il y a dans l'information sensible, c'est que qui décide qu'une information est sensible ou ne l'est pas. Et ce sont les autorités qui décident qu'une information est sensible. Et dans ce cadre-là, si l'autorité décide qu'une information est sensible, cela veut dire que les populations seront privées d'une information peut-être importante dans leur vie quotidienne ou dans la compréhension du fonctionnement des institutions ou même sur la qualité des hommes qui dirigent le pays. Donc une information sensible dans certaines catégorisations peut être une entrave à l'information des populations, des citoyens. L'information sensible, c'est quelque chose qui peut toucher à l'ethnie, quelque chose qui peut toucher à la paix sociale, qui peut toucher, effectivement, quand un pays est en conflit avec un autre, les informations qui concernent l'armée peuvent être sensibles. Mais on ne peut pas non plus, à partir de ces identifications de problèmes, de sujets qui peuvent être sensibles, prendre prétexte pour quand même mettre des freins à la liberté d'expression. Pour ce que j'ai vu dans le journal, je ne pense pas que ce soit une information sensible. Et d'après ce que j'ai lu, je ne vois pas une précision vraiment sur les lieux de séjour des forces armées. D'autant plus que les forces armées sénégalaises devraient se déployer, sauf si il y a une information cachée en Arabie Saoudite. Il n'y avait rien d'extraordinaire dans ce qui a été fait par le journal qui a publié les PV d'audition. Je trouve même que c'est une faute professionnelle, d'autant plus que dans la presse, quand on collecte, on traite. C'était plus fastidieux pour le lecteur de lire un PV que de lire un article traité où on a pris l'essentiel, le journaliste aurait pris l'essentiel du PV ou les parties les plus importantes pour le traiter et le rendre public et le rendre digeste. Et sur ce plan-là, je pense que le journaliste aurait dû traiter plutôt que de publier tel quel. C'est ce qui se fait partout dans le monde. On n'aimerait pas que ce qui se dit entre quatre murs, entre nous et la personne concernée, et ces conseils qui sont toujours présents, que cela se retrouve dans la rue, la minute qui suit, quel que soit d'ailleurs l'auteur de telles pratiques. On pense que c'est les journalistes, mais les journalistes ne sont pas dans la salle d'audition. Les journalistes ne sont pas dans le cabinet du juge d'instruction. Si ça sort du cabinet du juge d'instruction pour être relaté dans la presse, qui a vendu ça? Si ça sort du commissariat sous forme de copie de PV d'audition, qui a remis les PV, qui a copié les PV? Les journalistes n'y étaient pas, ça veut dire qu'on leur a donné. Mais encore, éthique et déontologie, est-ce que tout ce que le journaliste reçoit, conformément aux lois sénégalaises, ce qui est dit dans la législation sénégalaise en la matière, est-ce que vous avez vraiment l'obligation, d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral, d'un point de vue déontologique, est-ce que vous avez vraiment besoin d'en arriver là? Parce que vous devez avoir également votre libre arbitre, votre pouvoir d'appréciation pour préserver l'essentiel de l'institution de l'État sénégalais. C'est là où le débat se pose. Moi, journaliste, quand c'est interdit par les textes, pour rien au monde, même si on me vend ça, j'ai la primauté ou la primeur, je ne vais pas en faire état sur la place publique parce que je vais mesurer les conséquences que cela va donner sur la vie de l'individu, sur sa dignité, par rapport à sa famille, mais par rapport à la stabilité du pays. Il faut savoir que cette question-là pose une autre question de confrontation entre deux droits. La liberté d'expression, le droit d'informer pour les journalistes, et l'autre c'est la protection de la présomption d'innocence. Donc cela met en jeu ces deux principes fondamentaux-là. Et quand ces principes fondamentaux-là s'affrontent, il faudra voir lequel choisir. La Cour européenne des droits de l'homme est allée très loin maintenant. Là, pour eux, c'est la liberté d'expression qui prend le dessus sur cette présomption d'innocence.
à moins que dans la presse, il n'y ait des appréciations qui sont de telle sorte que le journaliste a failli à son obligation de neutralité. Par exemple, quand il dit à la suite d'un élément qui lui a été donné qu'il est convaincu de la culpabilité d'une telle personne qui n'a pas encore été jugée. Quand il y a un événement de cette importance, normalement, le parquet devrait communiquer pour donner l'état de l'enquête aux citoyens, pour qu'ils comprennent qu'est-ce qui se passe. La deuxième chose, c'est que si on ne fait pas ça, il y a toutes les spéculations qui peuvent empoisonner l'enquête et peut-être créer des compréhensions différentes d'un même événement. Il ne faut pas oublier aussi que les magistrats, les instructeurs ont souvent besoin de communiquer des informations sur leur enquête à la presse pour éviter que les pressions politiques, gouvernementales, étatiques, les empêchent à mener leurs investigations jusqu'au bout. Donc, de faire des révélations, sûrement vous avez lu dans la presse, en France souvent, vous voyez des PV d'audition au niveau des magistrats qui sortent dans la presse. Normalement, le magistrat, quand il sent qu'il y a une pression très forte sur son enquête, quelquefois il diffuse des informations pour montrer que le prévenu, celui qui est en face de lui, n'est pas aussi innocent que ça, pour que les autorités puissent prendre un peu de recul et le laisser travailler tranquillement. Et ça, c'est souvent en sortant quelques informations sur l'audition dans la presse. Ça se fait. Donc il y a une certaine collaboration qui peut exister, parce que la presse a besoin d'informations et le magistrat a besoin de sérénité. Donc pour lui, quand il sort une information, c'est pour avoir un peu plus de sérénité. Donc ça se passe comme ça. Mais globalement, en matière de justice, le parquet doit informer, parce qu'il instruit pour la République, il instruit pour les citoyens. Chaque fois que c'est nécessaire, diffuser des informations pour donner un état des lieux ou un état de l'enquête qui permet aux citoyens de comprendre où nous en sommes. Dans l'évolution du droit sénégalais, depuis quelque temps, et ça va venir peut-être dans les mois ou l'année prochaine, il est prévu dans les nouveaux textes que le procureur de la République, après avis de sa hiérarchie, puisse désormais, dans le cadre de ce que vous soulevez, révélation de secrets, de l'enquête, etc., puisse tenir un point de presse pour communiquer sur la question afin d'éviter la dispersion de l'information ou la révélation de secrets qui seraient nuisibles au fonctionnement de la justice. Pourtant, la publication des procès-verbaux d'audition de personnalités politiques, artistiques, religieuses à travers la presse est devenue une chose courante, au point que nul ne s'en offusque, ignorant que les faits tombent dans le champ délictuel. Et c'est un fait inédit. D'abord, la presse a maintenant l'habitude d'informer même les avocats des faits reprochés à leurs clients, des dates d'audience, des dates d'audition. La presse a plus accès aux dossiers que les avocats, qui sont des acteurs de la justice, pas des auxiliaires, mais des acteurs de la justice. Il arrive souvent que ce sont les journalistes qui informent l'opinion, y compris les avocats, des dates auxquelles leurs clients seront entendus par le juge, de ce qui sera décidé, du sort de leurs clients. C'est inadmissible dans une république. Vous en savez quelque chose. Cette fois-ci, quand même, c'était trop. C'est la première fois dans ma longue carrière d'avocat que je vois un procès-verbal d'enquête de la gendarmerie publié in extenso dans un journal. Il n'y a pas eu de suite. Vous savez, le journaliste, nous avions porté plainte contre le journaliste. Cette plainte allait rester lettre morte. Mais il a fallu que la presse révèle des secrets d'État de défense pour que l'État réagisse en interpellant ce journaliste. Mais l'État ne pouvait pas le faire sans pour autant qu'on interpelle aussi le journaliste qui avait divulgué l'intégralité du procès-verbal. Moi, j'estime que la justice n'a pas réagi par rapport à ça. C'était subsidiaire. Et je vous dis qu'il n'y aura pas de suite judiciaire.
On ne l'a pas fait avec Thione-Seck. On le fera à d'autres. L'État en pâtira et la justice même en pâtira. 30 ans de barreau, l'avocat Maître Sey en a vu des vertes et des pas mûres. Mais ce dossier est resté une pilule amère pour lui. Pourquoi le législateur a décidé de faire de l'enquête préliminaire et de l'instruction des procédures secrètes? C'est pour sauvegarder les droits de la défense, les droits de la personne entendue. Quand on reproche quelque chose à une personne, on ouvre une enquête. Si on divulgue ce que l'on reproche à la personne, mais il y a des témoins à entendre, il y a des objets peut-être à saisir et tout. Si tout est su, mais on n'a plus besoin d'enquête. Et la personne n'est plus à même de se défendre elle-même. C'est ce qui s'est passé dans le cas de Thione-Seck. Parce que le juge d'instruction a besoin de faire des investigations. Il est saisi des affaires complexes, des affaires sur lesquelles il y a des zones d'ombre qu'il est appelé à élucider. Il a besoin d'une certaine discrétion, d'un certain secret pour pouvoir avancer dans son travail. Et il y va même aussi du respect de la présomption d'innocence. Tant qu'une personne n'est pas encore déclarée coupable par une juridiction de jugement dont la décision revêt un caractère définitif, cette personne est toujours présumée innocente. Et les journalistes doivent respecter scrupuleusement ce principe. Et c'est pourquoi j'ai dit que le dossier de Thione-Seck a été monté du bout à la fin, du début à la fin, que c'était un complot contre sa personne. C'est la première fois. Et la sanction de cette divulgation, c'était l'annulation de la procédure. Ah mais oui! On l'a demandé, le juge l'a refusé, la chambre d'accusation a confirmé ce refus. On a écrit que le fils de Thione-Seck était recherché pour avoir fabriqué de faux billets. On l'a inventé. La preuve, il n'y a pas eu de suite. La justice n'a pas réagi. On s'est réveillé, on a écrit, on a trouvé sur l'autoroute un sac de faux billets. Surtout après l'instation de Thione-Seck, pour corser son affaire. C'est des mensonges. Le juge n'en a pas tenu compte. Thione-Seck est toujours en prison. On lui a refusé la liberté provisoire. C'est pas grave. On lui a refusé son droit d'être examiné par un médecin. Parce que le juge était un médecin. Comme s'il appartenait à un juge de dire Diaw, vous êtes malade, vous n'êtes pas malade. Le droit à la santé est un droit garanti par la Constitution. Un prévenu qui est mis sous mandat de dépôt n'a pas à demander à être examiné par un médecin. Avant même qu'il ne soit mis sous mandat de dépôt, le juge lui-même doit lui demander s'il a besoin d'être examiné par un médecin. C'est ça rendre la justice sainement. C'est ça respecter les droits de la personne. Parce que la personne qui est poursuivie bénéficie de la présomption d'innocence. Cette personne n'est pas un coupable. Est-ce que les juges en tiennent compte? La personne là, qui est responsable, qui a commis un délit ou qui n'a pas commis un délit, avant qu'elle ne soit jugée, bénéficie de la présomption d'innocence. Jouit de tous ses droits, humains, civils, politiques. Cette personne va vous dire, je suis malade, je souffre, je vais être consulté par un médecin. Vous dites non. De quel droit? On ne peut pas, sur la base d'une simple déclaration d'avocat, ordonner la main levée du mandat de dépôt. Il faut que le juge l'articule sur des bases solides, encore une fois. Parce que l'état de santé ne se décrète pas. Il doit être médicalement établi par un spécialiste. Si c'est le cas, si c'est un cas dûment établi, médicalement établi, je crois que là, le juge doit faire un effort pour l'interroger et ensuite en tirer les conséquences. Et dans la plupart des cas, on les envoie au pavillon spécial. Si cette personne décédait aujourd'hui en prison, qui serait responsable? On l'a fait avec Béthié-Thioune. J'étais son avocat. Finalement, quand je disais que M. Béthié-Thioune était malade, les gens disaient non, il feignait d'être, il n'est pas malade. Au bout du compte,
j'ai laissé Béthio seul devant ses juges. Et ce sont les mêmes juges, sans aucune demande, qui se sont levés un beau matin pour l'autoriser à sortir, à aller se soigner en France. Qui avait raison? Vous croyez que les avocats sont là pour inventer des choses? Les avocats n'inventent pas. Tout ce qu'ils disent, c'est fondé sur le droit, c'est fondé sur des pièces justificatives. En tout cas, moi, je ne suis pas un avocat qui invente. Même l'expertise ne lit pas le juge, hein? Il a son pouvoir d'appréciation. De toute façon, c'est lui qui est maître de son dossier, c'est lui qui conduit l'instruction. C'est l'acteur le plus à même d'apprécier la suite qu'il convient de donner à cette affaire. Le juge est mieux placé que quiconque pour apprécier les suites qu'il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. Parce que c'est le seul responsable de l'information, en tout cas à titre principal. Le juge d'instruction conduit son information en toute indépendance. Il ne doit recevoir d'ordre, d'injonction ou de pression de qui que ce soit. Maintenant, il en répond. Mais est-ce qu'une simple mise en demeure adressée aux responsables des publications ou un avertissement n'aurait pas suffi en lieu et place d'une garde à vue, ouvrant la voie à une confrontation inutile entre des partenaires œuvrant pour une société éclairée et juste? Ça relève du parquet, et c'est le parquet qui apprécie l'opportunité de poursuite, c'est le parquet qui dirige l'enquête de police. Ça vraiment, ça relève de ses attributions normales, classiques. Hein. Vraiment, je ne vais pas faire des commentaires là-dessus. En attendant que cette plaie se cicatrise et les rapports entre presse et justice se normalisent davantage, les magistrats ont fort à faire devant un exécutif envahissant, pour ne pas dire dominant, et une société d'influence. En effet, au-delà des influences politiques, la justice est aussi exposée aux influences sociales et religieuses. Dans un système comme celui du Sénégal, où le magistrat sénégalais, il est dans les baptêmes, il est dans les deuils, il est au cimetière, il est à la mosquée. Ce n'est pas le juge américain que vous ne voyez pas, ce n'est pas le juge français que vous ne rencontrez pas dans une boîte de nuit ou au stade de football forcément. C'est un juge ici qui est social. C'est un juge issu d'une communauté. C'est un juge qui croit en une religion, quelle qu'elle soit. C'est un juge qui, après avoir rendu ses décisions la journée, quand il sort du palais de justice, il est comme vous et moi. Il est comme vous et moi, vulnérable, accessible. Ce juge-là, il n'y a pas que l'exécutif qui peut lui poser problème. C'est également la famille, c'est également le clan, c'est également la ville, c'est également la communauté religieuse, c'est également la communauté culturelle, c'est également les membres de la société civile avec qui il prend le thé. Et moi, je n'ai jamais fait l'objet d'immixtion dans l'exécution de ma mission. En tant que juge, comme en tant que chef de juridiction aujourd'hui. De quelque côté que ce soit, moi, je n'ai jamais reçu d'instruction en tant que juge pour faire ceci ou cela. Donc, je ne vois pas pourquoi je poserais un problème d'indépendance. Parce que je n'ai pas ce problème-là. Je n'ai pas sincèrement vécu beaucoup d'influence. Je n'ai pas sincèrement vécu beaucoup d'influence. Mais de toutes les manières, c'est quelque chose qui peut être perceptible. C'est quelque chose de tout à fait possible dans tous les pays. Dans tous les pays, on cherche à maîtriser la justice. Mais sincèrement, dans ma carrière judiciaire, j'ai rarement, très rarement vécu ces réalités-là. Il est vital que l'on ait confiance dans la justice de notre pays. Il est vital que l'on ait confiance dans toutes les institutions de notre pays, politique, sociale, judiciaire, économique. Il est vital que l'on ait confiance dans ces institutions-là. Il est tout aussi vital
que les hommes chargés de faire fonctionner ces institutions-là soient des hommes droits. Juger, c'est partiellement un pouvoir de Dieu. Il n'est pas donné à n'importe qui de juger son prochain. Et quand Dieu a fait que vous occupez cette fonction, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il faut avoir le temps d'étudier les dossiers sérieusement. Pour laisser quelqu'un en liberté, il faut avoir le temps de motiver suffisamment. Pour envoyer quelqu'un en prison, il faut des preuves sûres, certaines, palpables et motivées. Mais si on faisait cela, il y a beaucoup de personnes qui courent en prison, ils ne seraient pas en prison, ils seraient libérés. Si ce pouvoir, disais-je, sa crédibilité est entamée, c'est tout l'État qui s'écroule. Il faut respecter le pouvoir judiciaire, il faut respecter les institutions et refuser, quelle que soit la cause qu'on défend, les paroles à l'emporte-pièce. Les blessures de la justice sont indélébiles. Elles ne se referment ni ne se cicatrisent jamais. Le métier de juge, prérogative divine par essence confiée aux mains périssables d'un être humain, doit s'exercer dans un environnement idéal, expertise sans cesse soutenue et une mise à jour constante. C'est le meilleur rempart pour conjurer le péril de l'insécurité judiciaire.